Aujourd'hui, on est avec Laurent qui est tombé dans le cannabis à 11 ans et demi. Très vite, j'ai été touché par la drogue. L'héroïne à 14 ans. 14 ans, j'ai goûté l'héroïne. Qui est devenu trafiquant. J'ai commencé à vendre. Qui a perdu sa première femme. Elle est morte à 24 ans. Qui a perdu son premier enfant. On a perdu un enfant ensemble. Qui a été accusé de meurtre. Je me suis retrouvé en prison accusé d'homicide. Qui a eu le sida. En prison, on m'a appris que j'avais le sida. Qui a été en hôpital psychiatrique. Je me suis retrouvé enfermé en hôpital psychiatrique. Mais qui aujourd'hui a réussi à se reconstruire. Et aujourd'hui, Laurent va nous raconter toute cette histoire incroyable. Laurent, comment ça va Laurent? Très heureux. Enchanté. La vérité, super. C'est trop cool. Merci à toi d'être présent en tout cas aujourd'hui. Je me souviens avoir vu ta première interview. Je me dis, faut qu'on fasse une vidéo ensemble. T'as une vie incroyable et il faut qu'on en parle ensemble. Aussi bien pour faire la prévention que pour inspirer les plus jeunes. Plein de choses à dire. On va commencer par le début. Laurent, on va attaquer direct. On rentre dans le tas. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ton enfance, toi alors? Famille classique, un père, une mère, un frère, un grand frère. Simplement l'environnement. Donc j'ai grandi dans une cité au nord de Paris. J'ai l'habitude de dire porte de l'enfer. C'est porte de la Chapelle, mais voilà, la colline du Crac. T'habitais à côté de la colline du Crac? Ah ouais, j'étais vraiment sur le boulevard là. Donc environnement pas trop favorable pour pousser droit là-dedans. Les fréquentations. Fréquentation, surtout que j'étais un gamin qui était mal dans sa peau au départ. J'étais ressenti de pas être aimé. On parlait pas trop avec mes parents. C'était un peu pas de maltraitance, mais un peu un peu rigide à la maison, voilà. strict. J'ai eu une scolarité compliquée. Les notes, etc. Ah, j'étais dyslexique. C'était pas diagnostiqué. Donc j'étais toujours rabaissé. Monter en classe, c'était tout le monde me moquait. Après, je suis tombé dans une classe, il y en avait qui avaient redoublé, je sais pas combien de fois. Donc j'étais un peu le bouc émissaire. Donc on m'a défoncé. Okay. Et puis après, j'ai commencé à me battre. Ah, même au primaire, t'as commencé à te battre un peu, ok. Ah bah ouais, c'était, moi je me faisais raqueter, enfin c'était la misère. Hein. Moi j'avais peur d'aller à l'école et du coup, le fait de me battre avec le caïd, j'ai fait partie d'une petite bande. Alors bon, une petite bande, c'était les petits caïds du coin. Voilà, j'ai commencé un petit peu la petite délinquance. Et mes parents, ils rentraient tard le soir, ils bossaient tous les deux. Mes parents étaient ouvriers. J'ai manqué de rien matériellement, mais j'étais pas riche, j'étais pas pauvre. Mais c'était pas présent. Voilà, exactement. Okay. C'est un peu mon grand frère qui m'a élevé et du coup, à un moment donné, j'ai commencé à vriller quoi. Et puis j'ai démarré le shit très tôt en fait. Ok. Et mes parents, ils ne savaient plus quoi faire. Et la relation avec tes parents, c'était quoi? C'était un peu conflictuel? Avec mon père, on ne se parlait pas, comme ça, c'était clair. Ah ouais, c'était très... ce qu'il me disait, c'était juste pour m'engueuler. Okay. Moi, j'étais pas très clean non plus. Avec maman, c'était plus un peu fusionnel. Pour te dire juste une anecdote, quand j'ai dit à ma mère que j'étais en 4e et que je me suis fait choper en train de dealer, j'ai dit à ma mère, ouais, tu comprends maman, le directeur, il fait un complot contre moi, et même pas, ils vont coller des barrettes de shit. Ah ouais, et ma mère a tout gobé. Putain. Comme quoi on peut être aussi très manipulateur. Moi, j'étais très dans la manipulation. À partir du moment où j'ai commencé à être dans la cam, enfin être dans le shit déjà, j'ai commencé à mentir à moi-même, à mentir aux autres. Mais ce qui est terrible, c'est que c'était mon mode à moi de vivre, d'être vivant. C'est horrible de dire ça et c'est là où c'est le gros piège la cam, quoi, la drogue. Tu as commencé le shit, tu disais à quel âge? Premier bédo, j'ai dû taper à 11 ans et demi, quoi. D'accord, ok. J'ai commencé à fumer régulièrement. Voilà, j'avais 12-13 ans, je fumais tous les jours. Et donc c'est une façon pour toi, à travers la drogue, d'exister, d'être présent. Exactement, c'est les copains, être comme eux, faire comme eux. Donc automatiquement, j'ai commencé à vendre pour me payer ma conso parce que c'était quand même... Et j'ai commencé à traîner dans ce mood et c'est là où ça... T'étais le bad boy, quoi. Ouais. Et puis moi, je m'en rendais pas compte, tu vois. Je voyais bien que la scolarité, je m'en foutais. L'école, c'était pas mon truc. Voilà, c'était les potes, c'était faire un peu ce que je voulais. Mais en mode, quand même, on était quand même dans les ghettos. On était quand même, on voyait que c'était un peu la misère. Est-ce que tu vas toujours à l'école à ce moment-là? Ouais. De toute façon, je suis obligé d'aller à l'école. Donc, je suis déscolarisé en 4e, mais ma mère, elle lâche pas l'histoire. Je me retrouve dans une école juive à Paris. Okay. Et moi, je suis un goy, je suis pas juif. Tu vois, ce qui me faisait kiffer, c'est qu'il y avait les vacances normales et les vacances juives. J'ai kiffé cette école. Bon, j'aimais pas les cours, je m'en foutais des cours, mais j'aimais bien l'ambiance. Et là, j'ai commencé un peu le business parce que mes potes, on braquait. Dans l'école? Non, moi, dans mon quartier. Et je vendais à mes potes, potes juifs, quoi. Donc, j'ai commencé à apprendre le business là-dedans. Du coup, tu étais un petit peu le Pablo Escobar de l'école juive. J'aurais des anecdotes, mais là, j'ai pas le temps de les... On a tout le temps après, si jamais. En fait, j'achetais des trucs... qui ressemblaient, c'est ça? Et je disais à mes potes de l'école, et donc ils payaient une fortune pour avoir une daube. Ah ouais. Ça se trouve, ils vont retomber sur la vidéo. C'est lui qui m'a vendu cette montre contrefaite. J'avais entendu dire que tu avais pris du trichlore. C'est quoi du trichlore?
On commençait le shit. Le shit, ça avait un coût. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à vendre un petit peu et c'est à cause de ça que je me suis fait choper à l'école. Et on a commencé à prendre des produits qu'on trouvait. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des drogueries. Et en fait, le trichlore, c'est pour enlever de la peinture. Ok. C'est hyper fort. Et en fait, on sniffait ça. White Spirit, un petit peu une sorte de. Ouais, c'est un peu. Okay. Aujourd'hui, ils en vendent plus à cause de ça, parce que les mecs, il se y avait de avec... l'éther ou du trichlore. Ok. Le trichlore, ça te faisait des trous dans les poumons. Enfin, c'est un truc de. Putain. Parce que tu respires quand même un truc. C'est pas fait pour ça, quoi, à la base. C'est fait pour. C'est pour nettoyer la peinture, quoi. Et en fait, on a notre premier pote, il est mort. Son cœur s'est arrêté. Okay. Il avait 14 ans. T'as un pote à toi qui est décédé à 14 ans. Ouais. Ouais. À cause du trichlore. Ouais, voilà. En tous les cas, produit pour enlever les trucs, voilà, jamais essayer parce que c'est de la merde. Tu vas grandir et tu vas avoir 14 ans. Qu'est-ce qui va se passer ensuite du coup dans ta vie? L'idée de base a été super bonne. On part avec des éducs de rue. Ils nous emmènent à Antibes, Côte d'Azur. Ils emmènent tout plein de jeunes pour faire genre vacances-travail. On avait un petit camion de frites, hot dog pour payer les vacances de jeunes un peu dans les cités. Et là, le problème, les grands frères débarquent. Et là, eux, ils vendaient pas des frites et des sandwichs. Ils ont commencé à amener du gros lourd, tout ce qui est acide, LSD, cocaïne, héroïne. Et là, j'ai commencé la première fois à me shooter. Seringue, injection dans les veines. Et puis bon, c'était des potes. Donc, premier truc, 3 fois avant de te trouver une veine. Okay. En plus, on se faisait des gros délires. S'il y a une bulle d'air, tu peux crever. Enfin, tu vois, il y avait le flip et en même temps, j'aimais la défonce. Ça, c'est un grave problème. Et quand j'ai envoyé la sauce, ça m'a retourné le cerveau, quoi. Donc à 14 ans, tu as commencé à te shooter. Ça te provoquait quoi, toi? Une grosse montée, sensation d'être dans un espèce d'extase de ouf. Tu ressens plus rien. T'es perché, je sais pas comment dire. Tu peux rester 1 heure devant un truc. Je dirais pas t'es bien, mais t'es… Un peu abruti, enfin… complètement, mais en même temps, il y a un truc que tu n'as jamais goûté, quoi. Comme une séance de muscu, tu es aussi épanoui qu'après une séance de sport. T'as vu, j'ai pas fait tellement de sport. T'inquiète, c'est une nouvelle drogue, on la testera après, tu vas voir. C'est une nouvelle drogue. Non, mais pour donner juste un petit exemple, je sais pas si tu as été opéré, tu sais, on te fait compter à l'anesthésie. Oui. Et là, tu es en mode 2-3. Tu es en train de te perdre, voilà, tu pars. Voilà, c'est exactement ça. Ok, wow. Mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. C'est la même sensation, sauf que tu t'endors pas. Tu peux t'endormir, tu peux faire une OD, hein, mais tu es dans cette phase-là. Et ça peut durer 1 heure, 2 heures. Et si tu veux, malheureusement, et c'est un piège, je le redis, hein, tu as une sensation de bien-être quand même, de bien. Enfin, je sais pas si c'est alors c'est qu'une impression. Le problème, c'est que tu le vis, sauf quand ça redescend. Voilà. Ta redescente, elle est comment du coup, ta redescente? Alors de l'héroïne, c'est plutôt en mode phase, c'est pas comme la coke, c'est pas violent. T'as pas une angoisse. Mais c'est après, tu as envie de remonter. Donc tu recherches encore cette sensation-là. Quand tu l'as goûté. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut jamais tester, non, comme jamais, ça nous manquera jamais. C'est un gros piège. Je le redis, c'est hyper séduisant, donc c'est ça le piège. On prend la sensation et après on la retrouve pas, cette sensation. Bien sûr. On est là pour les droguer au sport. Voilà, on est là pour ça, nous, on est là pour ça. Ça peut se retrouver tous les jours et c'est bon pour la santé. Du coup, stade municipal, 14 ans, première fois que tu prends de l'héroïne, qu'est-ce que ça va entraîner après? Moi je me rends pas compte, mais j'étais déjà dans une petite délinquance. J'ai commencé à être dépendant. Alors c'était pas tous les jours au départ, mais tout tournait autour de ça. Comment je pouvais avoir la thune pour le week-end et chercher à me défoncer. En fait, on parlait que de ça. Ok. Jusqu'à un moment donné, première grosse arrestation, garde à vue. J'avais jamais fait cette expérience qu'on appelle le manque. Ok. Physiquement, mentalement, oui, t'es pas bien, tu vois, tu te sens mal et tout. Mais là, les douleurs, les sueurs, les frissons, tu peux plus bouger. J'ai passé 48 heures dans une petite cage. En plus, ils me donnaient même pas une clope. Je suis sorti de là-dedans, j'étais comme un fou. Quand je dis comme un fou, j'aurais pu tuer mes parents, j'aurais pu tuer n'importe qui. Tellement tu étais en manque. Ah, il me fallait une cam. Et là, j'ai compris, je pouvais plus m'en passer. Waouh, ok. Là, tu t'es dit, je suis accro. Et à partir de là, j'ai essayé d'arrêter, sauf que quand j'étais défoncé, je me disais demain j'arrête. Ouais. Et le lendemain, tu cours après ça. Tu prends de l'héroïne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe alors? Là, je commence à comprendre que je ne peux pas me détacher de ce produit. Et là, j'ai une condamnation qui tombe, 13 mois ferme. Donc, je fais appel. Et pendant l'appel, je me dis, je vais essayer de faire mon armée. Comme ça, au moins, je passerai au jugement avec voilà. Okay. Donc, je fais devancer mon appel. Et le mec, il me regarde et il me dit, pourquoi vous voulez faire votre armée? Et comme un con, je lui dis, parce que j'ai pas envie d'aller en prison. Et là, il me regarde et il me dit, je crois que l'armée française, elle recrute des délinquants. Et là, il me met un tampon exempté. Bon, moi, l'armée, je m'en fous, tu vois. Ouais. Mais mon père, il dit même l'armée française, elle veut pas de toi. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages. Et là, je me retrouve en mode la rue. D'abord les potes, mais après les potes, c'est bien 5 minutes. Et donc, là, il y a la descente.
Et j'ai la chance, une bonne opportunité, je me retrouve à partir dans une cure de désintox en mode ancien baba cool, qui élève des chefs, des trucs. Et là, je vais au cœur du cœur de la France, le trou paumé. Mais franchement, je passe 1 an et demi, je décroche total. Je retrouve des bonnes sensations parce qu'il faut comprendre que l'héroïne, ça te bouffe tout, le sucré, le salé, j'avais plus de goût. Toucher la sensation de... Tu sens plus rien en fait, plus rien. Et j'ai décroché à la dure. La première semaine, elle était horrible. Tu dors pas, t'as mal partout. Et je fumais beaucoup de shit. J'étais un peu en mode, voilà, l'alcool, le shit et tout. T'avais arrêté l'héros, mais t'avais continué alcool et shit. Exactement. Et là, je rencontre, première fois, l'amour de ma vie. Là, je savais pas aimer. Pour moi, aimer, c'était le plaisir du sexe, point barre. Je retourne sur Paris avec plein de plans dans ma tête. Je veux travailler, je veux vivre avec elle, je me trouve un truc. Donc, je débarque à Paris, je vais au Pôle emploi, machin. Et les mecs, ils me prennent pour une merde. Et moi, j'étais un peu tendu comme mec, voilà. Et donc, j'ai tout envoyé chier. Si c'était ça, de travailler, laisse tomber. Et j'ai commencé à dealer pour me payer mes projets. Ouais, relou. Et là, le fait de retoucher la cam, je prends encore plus. Là, donc, tu vends et tu prends. Ah ouais, non mais grave. J'ai un appart, je suis à Saint-Ouen. Mes potes, ils dorment chez moi. Enfin, c'est une grosse plaque tournante de cam. Tout le monde deal. Ma copine qui débarque, elle me fait choisir entre elle et la cam. Malheureusement, je peux pas. Je peux pas, c'est ancré, tu vois, c'est ça qui est terrible. Et moi, je veux surtout pas qu'elle prenne de la cam. Le malheur, c'est qu'on est tous là-dedans. Et là, elle se tape un rail, elle commence à taper par le nez. Et là, c'est la dégringolade. Elle commence à shooter, on se retrouve... là, on est vraiment dans la merde. J'ai écrit un livre qui s'appelle Arraché à l'enfer, et l'enfer, ça commence là. D'accord. C'est-à-dire, tu te retrouves dans la rue à deux, en couple. Wow. Et là... Donc à deux dans la rue, comment ça s'organise à deux dans la rue? Comment vous vivez du coup? Bah squat. On n'est pas dans la rue comme des SDF. On squatte. Tu vois, donc dans les squats généralement, c'est la misère. Hein. T'as des fauteuils de bagnole, tu dors là-dedans, t'as pas d'eau. Et donc comme c'est la misère, on essaie de s'en sortir. Sauf que c'est compliqué. Difficile parce que les mecs, ils viennent toujours toquer à ta porte, les dealers. Je picole pas mal. Donc j'avais déjà des problèmes de santé. Ça commençait. À chaque fois que je buvais un peu trop, je gardais rien. J'étais comme un... Tu vomissais? Ouais. Mais il me fallait de l'alcool, je me réveillais le matin, tu vois, je fumais beaucoup. Ça, c'était pour décrocher l'héros. Et puis là, ça y est, on a retrouvé l'appart, on est dans une belle embellie, on commence à aller super mieux. On a arrêté la cam et là, on décide d'avoir un enfant. Donc là, vous décidez d'avoir un enfant, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, c'est positif, un enfant, c'est l'avenir. Ouais, c'est exactement. Et donc, voilà, on est bien. Et on nous dit, le médecin nous dit, 4e mois de grossesse, on saura tu vois, avec, même à l'époque, il y avait l'échographie. Bon, c'était pas comme aujourd'hui, mais donc on se pointe à l'écho, 4e mois de grossesse. Voilà. Moi, j'étais fier, j'allais papa. Bien sûr. Voilà. Et là, on la met à part et on lui dit, il n'y aura pas d'échographie, vous ne pouvez pas garder cet enfant. En fait, les tests ont montré qu'elle avait le sida. D'accord. Donc on est dans une période, aucun traitement. Donc ils lui disent la seule chose, vous faites une interruption de grossesse. Et là, on se mange un coup de poing dans la gueule. Et donc, on lui donne le papier. Donc, le jour où l'enfant il est mort, on meurt avec, quoi. Enfin, mentalement, il y avait... Plus d'espoir. Bah non, et puis le sida, on savait ce que ça faisait, parce que ça commençait, les gros machins. Et donc là, rebolote. Et là, en mode, je finis ma vie, quoi. Je suis pas spécialiste du sida, mais du coup, l'enfant ne pouvait pas naître si la mère avait le sida? On était tout au début. C'est-à-dire, il disait que si l'enfant, il n'était pas sûr de vivre, et la mère, ça pouvait déclencher... c'est comme ça qu'ils nous ont vendu le truc. Hein. Donc c'est trop dangereux pour la maman, le bébé, on n'est pas sûr qu'il vive. Enfin, tu vois, il n'y avait rien à l'époque, hein, on ne savait rien du tout. Donc l'interruption a lieu, et là, cocktail magique, drogue, alcool, médoc. Pour oublier. Ah non, pour finir. Quoi. Ah, pour finir. Ouais. Ah oui, c'était même pas oublié, là, c'était genre mode suicide, mais enfin en mode, tu vois... Et donc, période très très compliquée, puisque là, j'étais comme un ouf, quoi. Je me levais le matin, il me fallait de la dose, il me fallait n'importe quoi, je m'en foutais, cam, alcool, enfin médoc, n'importe quoi. Et ta copine à l'époque, c'était pareil? Ah ouais, là, on était dedans tous les deux. Et là, je monte sur un trafic avec un pote, enfin un trafic, on va chercher la cam, et mon pote, il se fait agresser devant moi, donc
bah, automatiquement, j'y vais. Bon, il y a toute une histoire, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, il y a eu bagarre, poursuite, et mon pote, après, il le shoot en bagnole, boum, 11 barres. Lui, comme il y avait sa bagnole, les flics, ils montent chez lui direct, ils le serrent, et moi, je suis recherché. Donc là, je te dis, j'ai 24 ans. Hein. Je viens d'apprendre que ma femme a le sida. C'est beaucoup pour un jeune de 24 ans, tout ça. Je suis recherché, donc je vais toquer chez mes parents, c'était tendu. Je leur dis, voilà, je crois que je vais me rendre, c'est la meilleure chose à faire. Je me pointe à la police, je me rends, bon, garde à vue, machin, chef d'inculpation, homicide volontaire. Et là, je découvre le monde carcéral. Là, tu arrives en prison pour la première fois. Ah ouais, truc de ouf. Tu avais réussi à esquiver jusqu'à présent, ouais, mais là, tu y étais quoi. Ouais, j'avais eu toujours du sursis. Comment c'était en prison? Tu arrives, tu es dans une cellule d'arrivants et tu vas passer à la douche qui est à côté, donc douche collective, là voilà. Tu rentres dans ta cellule pleine, on est en 1987, hein, c'est-à-dire une cellule de 3, normalement, il y a 3 lits superposés, j'arrive, je suis le 4e. Okay. Donc on me donne une espèce de mousse, voilà, je dors par terre. Le manque physique, on donnait rien. Le manque de drogue, ouais, non, là t'étais là. À la dure, tu vois pas bouger. Bon, les conditions carcérales, c'est même pas la peine. Les mecs, ils te calculent pas, ils te regardent. Moi, je te dis comment ça s'est passé. Ils m'ont juste demandé pourquoi je suis là. Et ils m'ont demandé mon mandat de dépôt. Les détenus ont demandé à… Ouais. Okay. Et ça m'a aidé. Bah, c'est con à dire, hein, mais la prison, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, si tu arrives parce que tu as volé un autoradio, tu vas vivre la misère. Okay. Si tu arrives parce que tu as violé quelqu'un, tu vas vivre la misère parce que les mecs tout vont ce qui est pédophile et tout. Mais si tu as tué un gendarme, pas bonne idée. Hein. Non, non, on les aime bien en plus, on a fait plein de vidéos avec eux. Non, ou tu t'as fait un braquage, tu es une vedette. Tu vois, c'est vraiment la loi. Et là, comme le truc, c'était homicide volontaire, bon, déjà direct, protection, machin. Ok, putain, Et ils avaient mis sur ma cellule une petite pastille rouge, genre soi-disant soyez cool avec… Dangereux. Ouais, ça, c'est les surveillants qui disaient… les surveillants avaient mis une pastille au-dessus de ta cellule en disant… parce que c'était quand même une chose que j'avais fait. Donc là, automatiquement, ça donne le respect. Sinon, les conditions, tu as un chiotte, tu n'as pas de porte, 3 lits superposés. Donc, je te dis, j'étais le 4e. À l'époque, hein, je te parle de ça il y a 30 ans, 35 ans même. C'était des détenus, ils servaient à manger. Tu mettais ça dans une bassine. C'était ton assiette, ta bassine? On avait une bassine et après, on partageait. C'était quoi les repas en prison? Boîte de conserve. Après, tu as 1 heure de sortie. Là, moi, j'étais en maison d'arrêt. 1 heure le matin où tu as le droit de sortir de ta cellule. Toujours un surveillant qui ouvre ta porte. 1 heure l'après-midi, et généralement c'est dans les promenades, ce qu'on appelle les promenades, c'est des coursives, hein, qu'il y a beaucoup de violence. T'en as vu toi de tes yeux? Ah bah oui, même moi je me suis bagarré. Hein. Bah Thibaut, t'as des belles pompes, tiens tu me les files. Ça commence comme ça? T'as 2 solutions, ou tu lui donnes, et puis il va te demander je sais pas quoi, ou tu dis bah non je les garde, c'est mes pompes. Et là t'as intérêt T'as fait de la boxe? Ouais, j'ai commencé au cas où, tu vois, si je dois finir en prison. Non, je rigole. Je souhaite à personne. Non, on rigole. Non, mais voilà, c'est un peu au départ, tu vois, t'as une clope. En fait, tu peux te faire des potes, mais t'as des mecs qui vont tout te prendre, quoi. On va te chercher, on va te pousser jusqu'à… Pour voir ce que t'as dans le ventre. Une clope, ok, tu donnes une clope, normal. Après, si le mec il te demande, bah tiens, tu me passes ton paquet, là, voilà, faut mettre tout de suite le truc parce que sinon… D'accord, ok. Donc beaucoup de violence. Bon voilà, c'est la misère, hein. Encore une fois, c'est les visites, c'était tout pas ça. Ouf, ouais. Ok. Ouais, c'était pas ouf. Si t'as rien là-bas, tu vis la misère. Et au bout de quelques semaines, donc je commence à aller un peu mieux, je décroche, enfin dans ma tête c'est quand même… Et là on me fait un dépistage et boum, on me dit que je suis porteur de la maladie. Du sida? Ouais. Ok. Donc à l'époque on sait pas, séropositif, sida, on sait pas. On te dit juste t'as le truc, t'as le crabe comme on dit, hop, t'as le DAS, boum. Et là dans ma tête, je vrille, je vois que ma compagne, elle va très très mal. Elle était pas en prison, t'avais le droit de la voir un petit peu? Ah bah on s'est dit au revoir quand je me suis rendu, c'est tout. Hein. Ok. Voilà, après ça a été compliqué pour elle, elle a pas arrêté. Dans ma tête, je laisse mes pensées être envahies de pensées de mort. Donc je me prépare un objet tranchant, tu vois, j'attends que les mecs ils dorment. Je voulais vraiment finir. J'étais au bout du bout. En prison, il y a pas mal de suicides, il y a pas mal de choses comme ça. La seule chose qui me faisait flipper, c'était de vivre. Mourir, je m'en foutais, mais j'angoissais à l'idée de vivre. La drogue, la maladie, enfin, j'étais vraiment mal, quoi. Et le truc de ouf, c'est que je me suis dit, si je meurs, je vais me retrouver où? Et moi, pas du tout croyant. Hein. Et j'ai commencé parce que j'ai marché un peu avec des gens du voyage, les manouches, tout ça, les gitans. Et eux, ils font focus sur le chétade, sur l'enfer. Et là, moi, je me dis, je suis possédé, j'ai fait que du mal. J'ai brisé la vie de ma compagne, j'ai brisé la vie de ma famille, j'ai brisé la vie de tout ce que… Et je me dis, je vais me retrouver en enfer. Ah ouais. Donc toi qui es angoissé de vivre, là, tu commences à angoisser de mourir.
pas de mourir, mais de où je vais aller. Ok. Tu vois le délire Ouais, pour un bien sûr, non-croyant, tu vois. Et là, je me dis, si je me retrouve en enfer, ça va peut-être être encore plus chaud. Tu vois, tu as des idées de l'enfer. Enfin, moi, Ok, bien sûr, ouais. Et donc là, je m'adresse à Dieu. On sait jamais, un coup de chance, tu vois. Alors que tu n'avais jamais prié. Non. Moi, j'ai été baptisé enfant, Ok. mais jamais une prière, jamais une église. Et là, je sais pas très bien pourquoi. Voilà, juste, tu vois, genre, si tu existes, tu m'ouvres la porte de ton paradis, tu vois, un peu. Voilà. Et là, je me mets à pleurer. Pleine nuit, il y a les détenus qui sont là, j'ai une larme, et je pleure. Et là, en moi, je sens comme une paix, un truc comme une présence. Je vois rien, mais en moi, c'est comme si j'avais une grande liberté à l'intérieur de moi. Et là, ce que je vois, je le vois pas avec mes yeux, je le vois comme un songe éveillé, tu vois, je sais pas comment expliquer, et je vois un visage, et ce visage, c'est le visage du Christ. Ok. Un peu en mode noir et blanc, tu vois, Ouais, ok. pas superstar. Hein. Ok. Mais j'ai la conviction que c'est le Christ. Avec 2 mots, confiance, espérance. Je lâche la lame, je crois. Je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un peut-être qui veut m'aider, j'en sais rien. Suite de l'incarcération, je me fabrique une croix. Tous les jours, je demande à Dieu qu'il me protège. Parce que c'est dur la prison. Hein. Tu me crois pas. La justice, parce que j'ai un avocat, tout ça, ils reconnaissent une légitime défense. Je sors avec un non-lieu. Suite à l'accident de voiture, homicide involontaire volontaire de l'époque. Ouais, c'était quand même chaud. Hein. Je sors, je suis pas jugé. Je sors, je dis ça y est. Il me reste peut-être quelques années avant que le sida me tombe dessus. Je sors, je vais profiter de ces années, je vais faire quelque chose de bien de ma vie et tout. Donc là, tu sors de prison. Qu'est-ce qui se passe après la prison? Bon, moi, j'essaye de rebondir. Le problème, ma compagne grave malade. Voilà, hôpital, maison de repos, enfin... Ok, voilà. tu la trouves dans un état, elle qui n'a pas arrêté les drogues. Voilà, elle est toute maigre, tout, voilà. Moi, je suis malade, moins qu'elle. Les potes, personne m'a écrit. Quand je reviens, hyper content de me voir. Ah ouais, ok. Et m'envoie des lignes de cam. Là, c'est le bienvenu, Ah tu vois. putain, pour que tu retombes dedans encore. Et j'arrive pas à résister. Seule chose, c'est que quelque part, Dieu me met une conscience. Je vais plus braquer, je vais plus dealer. Ça, je sais que c'est pas bien, mais je suis encore pris dans mon piège. Donc là, je connecte avec Dieu. Je rentre dans les églises, je connais rien. Hein. Pour moi, Jésus, c'était un chef de gang. Hein. Et là, je me match avec lui. Et là, je vois que la connexion, il n'y a rien. Et là, je me dis, bon, c'est pareil, on m'a trahi. On a passé ma vie à me trahir. Je dis, il m'a trahi. Ah, tu dis, Jésus m'a parlé en prison. Ah ouais, il m'a sauvé la vie. Mais là, maintenant que je suis sorti de prison, il m'aide plus là, il me laisse tout seul. C'est mon ressenti. Hein. Ouais. Bon, j'avais personne qui m'a aidé. Hein. Donc là, j'ai 29 ans. Donc tu vois, entre la sortie de la prison, j'ai passé 3 ans dans la galère encore. Et là, je pète un câble. Donc crise de démence. C'est quoi une crise de démence? Tu contrôles plus tes faits, tes gestes. En fait, comme un état de folie. Dans la rue Ouais, je rentre dans une bijouterie en fait. J'étais sous prod. Hein. Et si tu veux, pour la petite anecdote, je sais pas, je cherche des bijoux, je sais pas quoi. J'avais une gourmette, j'avais volé une gourmette. Et c'est un truc de fou, vous allez pas me croire, les auditeurs ils vont pas me croire. Je me fais arrêter par la BAC, enfin bon, compliqué. Et là, j'avale la gourmette. Ok. Et les mecs, ils me disent, tu restes là, tu vas la chier, excusez-moi, mais tu restes là. Et en fait, ils m'ont emmené à l'hôpital, ils ont fait une radio. Et sur la radio, tu vois la gourmette. Waouh. Ah ouais. Et là, comme j'étais pas dans mon état, ils m'emmènent de force, c'est-à-dire j'ai pas signé quoi que ce soit, dans un hôpital psychiatrique. Ok. En milieu fermé. Donc là, j'avais une chambre pour moi tout seul. Et là, un autre délire. Ma chambre, il y avait des matelas au mur. T'es passé de la prison à l'hôpital psychiatrique là. Waouh. Et là, il m'attache. Il m'attache au lit. Okay. Tu vois, les mains, les pieds. Il me dit c'est pour pas vous faire du mal. Enfin bon, tu vois le genre. Toi, t'es attaché, tu hurles. Moi, je hurlais comme un ouf. T'avais quoi? T'avais une camisole de force? Non, mais justement, il n'y avait pas la camisole de force. Je crois que c'est trop, je sais pas. Il m'attachait, il me mettait, tu vois, des liens, quoi. Okay, comme une petite ceinture. T'es fixé au lit voilà, avec exactement. des petits liens. Ok. Voilà. Et en fait, il me détache et là, ils me mettent la camisole chimique. Ils m'envoient un produit. C'était pas de l'héroïne, je sais pas ce qu'ils mettaient. Ils me prenaient ma tension toutes les 2 heures. En fait, ça ralentissait les battements du cœur. On t'a shooté pour te calmer. Ah ouais. C'est ça en fait. Et là, quand je dis on m'a shooté, pourtant je prenais de la cama. Là, je sais pas ce qu'ils mettaient, j'étais un légume. J'aime pas ce terme. Ils m'emmenaient aux toilettes, ils me faisaient ma toilette. Ok. Et moi, j'étais là. Et donc, quelques mois après, je deviens tout jaune et je chope une hépatite. Donc, c'est là où le sida se déclare, maladie opportuniste. Donc je vais à l'hôpital où est suivie ma compagne. Ma compagne, elle était grave malade. Hein. Donc on va dans le même service, un service de sidéen à Paris. Le médecin qui me connaissait, puisque je voyais quand même ma compagne, il me dit « Laurent, tu es mal. Tu as le foie qui explose, tu as ton système immunitaire qui est à moins 50 T4, ça veut dire que j'étais vraiment... voilà. Il me dit « On t'hospitalise. Si tu sors de la chambre, tu dégages, tu ne reviens plus. Si tu as des visites,
tu dégages, tu viens plus. Parce qu'ils avaient peur que des potes viennent m'amener de la cam. J'ai dit ok. La seule visite que j'avais le droit, c'est un homme qui visitait les malades, il était bénévole. Paul Emmanuel, lui il est hyper important. Il vient, je sais pas pourquoi on matche bien. Première fois que je vois quelqu'un qui me valorise, qui est gentil et il commence à me parler de Dieu. Tu vois, au bout de... j'étais un peu sauvage, hein, et m'improvise parce que moi, Dieu pensait que c'était une alu que j'ai eue, tu vois. Ouais, bien sûr. Gros délire. Et je lui dis comment que ça s'est passé et tout, voilà, on parle de ça. Et on match super bien, tu vois, on discute. Et ce gars-là, c'est lui qui me propose une communauté qui accueille des personnes graves fatiguées en soins palliatifs. D'accord. Et il me dit, bah voilà, si tu veux, tu peux aller là-bas, ça te reposera. Ça te rappellera l'Aveyron que tu avais fait il y a quelques années. Ouais, je n'avais pas fait le lien, mais oui. Non, mais je sais pas, ouvert quoi, ouvert. Alors il me dit, c'est un truc religieux. Bon, moi, comme j'avais vécu une expérience, je me disais, bon, voilà, je m'en fous, de toute façon, pareil, si je reste, je meurs. Je vais là-bas. Et là, je tombe dans un autre monde. Je te jure, Thibaut, c'est un truc de ouf. Des frères et des sœurs, des religieux, il y a un monastère à Cordes-sur-Ciel, pas très loin d'ici, à Albi. Bien sûr. Et là, franchement, j'ai jamais rencontré autant d'amour au mètre carré. Okay. Un concentré, des gens qui... De bienveillance. Voilà, bienveillance, parole de vie tout le temps. Voilà, moi je débarque là-dedans, j'étais hyper mec, j'étais hyper fatigué, j'étais malade. On me mettait en fauteuil roulant pour aller à l'office, tu vois. Wow. Écoute bien, je reste 9 ans dans cette communauté. Première année, je guéris de toute forme d'addiction, sans aucune substitution. Ça aussi, c'est de l'ordre du miracle. 15 ans d'héroïne, c'est-à-dire que c'est mes frères et sœurs qui m'apportent ce que j'ai besoin. D'accord, qui discutent avec toi, qui voilà, échangent. Accompagnement avec, voilà, je suis posé, retrouver un rythme. Moi, je vivais la nuit, j'étais insomniaque, donc coucher, manger, mettre la table, ça paraît fou, tu vois, ranger, débarrasser, enfin des trucs comme ça que je ne faisais jamais, tu vois. Et petit à petit, j'ai repris des forces. Ils m'apprennent la prière, donc ça me pèse, ça m'a, tu vois, moi, terminer la rue, terminer tout ça, terminer la drogue, je suis bien, je suis dans un élément. T'es entouré de gens positifs. Ah ouais, et je suis bien, tu vois, la campagne, là. Wow. Je prie uniquement pour ma compagne elle ne peut plus se déplacer. Et là, les médecins me disent, Florence, elle est en train de mourir. Donc moi, ça faisait à peu près 6 mois que je ne l'avais pas vue. Je retourne sur Paris, je passe 2 jours à côté d'elle et je lui ai dit ce que j'avais vécu. Tu étais fier de lui montrer ce que tu et elle aussi, tu vois, dans ce que je traversais, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et je crois que la seule chose que j'ai pu lui transmettre, c'est la paix. Et en fait, voilà, elle a rejoint la maison du Père en paix. Et j'ai fait une promesse, plus jamais toucher la drogue. Ça fait maintenant 29 ans et j'ai jamais retouché. C'est un bravo. Hein. Ouais. Donc dans cette communauté, là j'y rencontre l'amour. J'apprends à aimer, j'apprends à être aimé. On fait grandir notre amour. Mon épouse, elle est croyante, donc ça donne un sens de se marier à l'église. Ta nouvelle épouse que tu as rencontrée, tu lui as raconté toute la vie que tu avais eue. En fait, si tu veux, elle était bénévole dans cette communauté. Et on s'est retrouvés, moi j'étais un peu la mascotte, t'imagines, à Cordes-sur-Ciel, un mec qui vient pour mourir du sida, il revient, j'ai été confirmé ici par l'évêque de l'époque et tout, enfin tu vois, gros, et je rayonnais, enfin tu vois, il y avait quelque chose, et puis l'amour qui a, voilà, est né, je lui ai raconté toute mon histoire, elle m'a partagé sa vie, elle n'était pas du tout dans ce monde-là, et c'était un défi parce que… Ça lui a pas fait peur. Faut bien comprendre qu'à l'époque, même s'il y avait des traitements, le sida était quand même compliqué. Hein. Ouais, on avait peur, on fuyait les gens qui avaient le sida. Ah oui, même avec des traitements. Hein. Et on ne savait pas, même si les médecins parlaient d'espérance, c'était une vraie folie, hein, une sainte folie, je dirais, de l'amour. Et alors, tiens-toi bien, c'est que suite à notre mariage, je me suis réconcilié avec la famille, on s'est mariés à Cordes. Hein, et on a eu notre enfant qui est né ici à Albi. Donc voilà, elle a qui a quel âge, 22 ans aujourd'hui. Voilà, qui, pour la petite histoire, elle fait du droit. Okay. Voilà, peut-être qu'elle sera avocate, voilà. Enfin, on lui souhaite, ouais. Et du coup, les médecins disaient que c'était impossible, même avec des traitements. D'avoir un enfant? Ouais. Okay. Parce que la transmission, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants, donc ma fille Raphaël, mon garçon Jérémia, donc 18 ans. Mes 2 enfants sont bien, voilà, ils sont épanouis et c'est vraiment… En bonne santé. C'est vraiment, ils sont en bonne santé, bien sûr. Et c'est vraiment que du bonheur. Donc je suis revenu dans cette communauté, c'était ma famille. Et là, à Toulouse, ils trouvent les nouveaux traitements. Enfin, les premiers traitements, AZT, machin. Donc j'étais suivi ici au CHU à Albi. Et puis à Toulouse, ils étaient à la pointe par rapport au sida. Et là, je peux rentrer dans un protocole, comme j'ai arrêté la cam. Et là, au bout de quelques temps, ils me disent, votre système immunitaire, il remonte. Vous pouvez avoir une espérance. T'étais guéri? On ne peut pas parler de guérison, okay. Mais en tous les cas, il y avait, grâce au traitement, je pouvais envisager, voilà. Donc, je donne sens à ma vie.
j'essaye d'être utile. J'ai la chance de partir en humanitaire. Je pars au Pérou dans les bidonvilles. Ah oui, ok, waouh. Et là, je vois des gamins. Tu vois, je voulais pas aller à la misère de la rue que j'ai connue. C'est la misère, hein, mais là, je voulais aller dans une misère où les gens, ils n'ont pas choisi. Tu vois, les gamins qui n'ont pas de famille, qui dorment dehors. Et j'ai vu des gamins, franchement, hein, c'était la pauvreté, mais ils étaient heureux. Ok. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Et je suis rentré en France. Dans la communauté où j'étais, on s'occupait de camps d'ados, tu vois, les trucs d'été et tout. Et j'ai vu des gamins qui avaient tout. J'avais l'impression qu'ils étaient vides dans leur cœur. Ok. Et pour moi, ça a été... il fallait que je fasse quelque chose. On m'a aidé, je voulais aider. Et c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce que je fais. Alors j'ai écrit. Alors le bon Dieu, il a beaucoup d'humour parce que moi, je suis sorti en 4e. Bon, même si j'ai eu un CAP, j'étais dyslexique. Aujourd'hui, je suis auteur-conférencier. C'est incroyable. On me demande d'écrire des livres. Mon premier livre, 32 000 exemplaires vendus. Putain, c'est génial, bravo. Ouais, c'est trop bien. On peut encore l'acheter aujourd'hui ou pas? Ouais, bien sûr. Il s'appelle Arraché à l'enfer. Peut-être qu'on mettra un lien. Ouais, bien sûr, avec grand plaisir, on le mettra, ouais. Et suite à l'écriture de ce livre, on m'a demandé de témoigner dans les écoles. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de prévention. Maintenant, je suis un éducateur de prévention. Okay. Je m'adresse à des jeunes aussi. Et je me rends compte beaucoup de problèmes de santé mentale, dépression, angoisse. Comment ils vont les jeunes aujourd'hui en France? La vision que je te donne, ça sera juste dans les écoles privées. Tout simplement parce que je donne aussi ce message spirituel de la foi. D'accord, ok. L'espérance et puis de l'amour de Dieu. Alors, il y a des jeunes qui vont très bien, qui sont très heureux. Il y en a une partie qui vont très mal. Non-sens à la vie. À quoi ça sert? À quoi bon? Le monde est très anxiogène. Ils sont connectés à ce monde, je dirais, en boucle par rapport à des informations assez violentes. Ils n'ont pas le recul d'un adulte sur... eux, c'est du punchline, tu vois. Pour eux, TikTok, c'est parole de vérité. Alors, même s'il y a des bonnes choses sur TikTok. Aujourd'hui, il y a des bonnes choses aujourd'hui, comme on est aujourd'hui. Mais il y a de tout et ça peut donner l'impression que notre vie, elle est nulle, en fait, quand on voit ça tout le temps. Et j'ai l'impression qu'ils vivent leur vie, en fait, au travers de ce par procuration. Exactement. Et moi, je leur dis, ne rêvez pas votre vie, hein, mais vivez vos rêves. Quoi. Tout simplement parce que, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir. Et moi, j'essaye de leur donner vraiment une source d'espérance. Ils ont un avenir, une espérance. Ils sont capables de construire des projets de paix et de bonheur. Et je pense que cette génération est une chouette génération. Ils ont beaucoup de créativité. Tu vois, ce que tu fais, c'est de la créativité. Tu vois, il y a des choses comme ça, il y a des nombreux métiers qui vont arriver qu'on ne sait pas encore. Par contre, il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à rentrer. Ils n'ont pas le déclic. Manque de confiance. Voilà, il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de phobie. Ce sont des jeunes qui sont fragilisés souvent par ce monde très anxiogène. Manque de repères. Aujourd'hui, j'ai une association, on fait des séminaires, genre des écoles de parents, quoi. Il y a des parents, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne savent plus. Un ado, il a besoin d'un adulte. Un ado, il a besoin de ses parents. C'est la règle, c'est la base. Hein, c'est eux qui vont donner le cadre. Et c'est comme ça que tu vas grandir. S'il n'y a pas de cadre, automatiquement, il manquera quelque chose pour qu'ils grandissent. Alors, nos enfants, ils grandissent très vite, c'est-à-dire ils sont ados très tôt. Donc ça les tiraille parce qu'ils ont encore dans leur cœur ce jeune enfant. Et en même temps, l'adulte qui voit sur leur réseau et les codes qu'ils n'ont pas, et ça pour certains ça les fait flipper, surtout que l'image représente beaucoup, tu vois, c'est pas à toi que je vais dire ça, bien sûr, l'image du corps, ce qu'on renvoie, exactement. Ouais. Et eux se font pas de cadeaux sur les réseaux, les groupes où on va te défoncer, et du coup, voilà, pour certains, ça prend des proportions et ça va jusqu'au suicide, quoi. Les pensées suicidaires, moi j'en rencontre un appel, et du coup, toutes ces addictions, parce que c'est une dépendance, hein, quand on est prisonnier derrière nos écrans, ça les empêche de réaliser leurs projets. Et tout à l'heure, je parlais des rêves. Un rêve où il n'y a pas d'objectif, on sera automatiquement dans une déception. Il faut que ces objectifs deviennent des projets de vie, et c'est ça qui va leur permettre de rentrer pleinement dans leur histoire, quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, moi je leur dis, hein, avec beaucoup d'amour, essayez de vous projeter, essayez. Alors quand il y a le déclic, que ça soit dans leurs études, que ça soit dans le sport, tu es bien placé aussi, voilà, la musique, le théâtre, enfin il y a tellement de possibilités. Je pense que la passion raisonnable et la passion va t'élever, l'addiction t'enferme, te coupe de tout, te fait rentrer dans un mensonge sur ta propre vie. Donc moi je travaille beaucoup sur ce sujet
des problèmes de santé mentale et je travaille avec des partenaires qui sont eux thérapeutes parce que moi je suis pas thérapeute. Hein. La souffrance, je l'ai pas lu dans des bouquins, je l'ai traversée et grâce à Dieu, j'ai réussi à surmonter ça. Mais on a besoin de comprendre la psychologie aussi pour essayer. C'est un travail d'équipe. Voilà. Donc c'est ce que je fais. Donc je travaille beaucoup en lien avec des personnes des écoles. Donc en gros, pour répondre à ta question, voilà, on a quand même une jeunesse qui n'est pas en méga forme. Ouais. Voilà. Alors je ne veux pas vous faire flipper parce qu'il y a des belles choses, mais dans le fond, si tu n'as pas de projet, si tu ne donnes pas sens à ta vie, ou tu n'as pas d'objectif, ou tu n'as pas un idéal, c'est difficile. Ouais. Et j'ai l'impression que malheureusement, l'idéal, c'est un peu tendu. Donc on se réfugie sur le plaisir. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ce qui passe avant même la famille, avant le travail et donc l'école, la première chose qui passe en premier, c'est le plaisir. Alors peut-être que ça va grincer des dents, peut-être que tu ne vas pas le garder, mais les adultes qui disent aux jeunes « vous êtes faits pour vous amuser et pour le plaisir », c'est des menteurs. La jeunesse, elle est faite pour l'héroïsme. C'est-à-dire que c'est la vertu et seule la vertu fera de toi un véritable homme et une véritable femme. La vertu, c'est-à-dire essayer de se projeter dans des choses bienveillantes, dans des paroles bienveillantes, des choses qui vont nous permettre justement de construire ensemble un monde meilleur. Il y a des temps d'amusement, il y a des temps de plaisir. Bien sûr, je suis le premier à aller vous amuser, mais notre vie, ce n'est pas uniquement du plaisir. Il faut bosser et je pense que c'est en bossant, c'est le goût de l'effort qui te rendra fort. Et ça, je le vois dans tes vidéos, il faut y aller quoi. Oui, c'est le goût de l'effort. Il y a du travail et après le travail, il y a la récompense. Exactement, et je crois que c'est important. Tous ceux qui ont marqué un petit peu l'histoire, que ce soit dans le sport, la musique, les mecs, c'est des bosseurs. Les influenceurs qui marquent, ils bossent. C'est pas juste. C'est vrai qu'on ne le voit pas derrière, mais voilà, il faut charbonner derrière. Voilà. Ouais, il faut charbonner. Et ça, je crois que malheureusement, tous les trucs des écrans, la facilité, les empêchent d'avoir ce goût. Il faut y aller quoi. Mais une fois qu'ils l'ont, par contre, waouh. Ça y va. Enfin, moi, je reste très, très optimiste. Et puis, voilà, les jeunes, je vous aime. Trop bien. Eh ben, c'est génial. Pas de drogue, vous avez entendu c'est Laurent qui le dit. Aujourd'hui, Laurent, pour les gens qui veulent te contacter ou te suivre, comment ils peuvent faire? Instagram, Laurent.Gay. Il y a TikTok, les amis de Laurent Gay. C'est le nom de mon association. Voilà, je suis auteur, j'ai plusieurs livres. Donc, mon premier, Arraché à l'enfer. Le dernier, pour moi, c'est un gros travail, gros comme ça. Ça s'appelle Troubadour d'espérance. Trop bien. Voilà, de l'addiction à la mission. Et puis, bon, voilà, vous trouverez toute mon actualité par les liens qu'on fera passer. Exactement. On mettra tous les liens dans la description. Génial, merci beaucoup en tout cas. C'est génial.